Me voici aujourd'hui au cœur du quartier russe de Nice, devant la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas, construite au XXe siècle avec ses dômes spectaculaires qui culminent à plus de 50 mètres. C'est un véritable bijou de l'art néo-russe classé aux monuments historiques. Je vous propose aujourd'hui de partir à sa découverte. Venez, suivez mes pas. Mais pourquoi a-t-on construit une cathédrale russe à Nice et qui l'a construite? L'histoire commence avec l'impératrice douairière Marie Fédorovna qui arrive en 1856 à Nice et qui entraîne derrière elle un afflux croissant et grandissant de population russe. Dans un premier temps, la construction de l'église de Longchamp en 1860 était suffisante pour accueillir les fidèles. Mais très rapidement, il s'est avéré qu'il était incontournable de construire un deuxième lieu de culte plus vaste et plus généreux par rapport à la population russe. Donc on a construit cette cathédrale en quelle année? La construction était très longue, de 1902 à 1912, avec 2 années d'interruption au moment de la crise du Japon et du Dimanche Rouge à Saint-Pétersbourg. Alors je crois que cette cathédrale n'aurait pas forcément dû être là précisément initialement. Il y avait un projet de la construire ailleurs? Oui, alors le professeur Preobrazhensky, qui est l'architecte du monument, avait prévu un projet cousu main pour une intersection entre 2 rues, dans le quartier des musiciens à Nice, à l'angle de la rue Verdi et la rue Berlioz. Il s'est avéré très rapidement que la qualité du sol, en particulier le sous-sol, était insuffisant pour asseoir toute la descente de charge d'une cathédrale. Vous imaginez le poids qu'il faut solliciter sur un terrain marécageux. Donc il a fallu renoncer à ce projet. Mais en même temps, le projet lui-même plaisait. Il plaisait au Saint-Synode, il plaisait à la famille impériale, il plaisait à tout le monde. Donc on a fait appel à la générosité du tsar Nicolas II, qui sur ses propres deniers fait l'avance de fonds nécessaire à la reprise du chantier. Et à vrai dire, c'est sa mère, l'impératrice douairière Marie Fédorovna, qui lui a soufflé l'idée de reprendre le projet tel qu'il était prévu dans le quartier des musiciens et de l'adapter sur le terrain même qu'avait acheté le tsar Alexandre II pour construire le mausolée du tsarévitch. Mais en changeant de lieu de construction, est-ce que le projet a été modifié en arrivant ici? Justement pas, et c'est l'explication de cette particularité d'avoir distribué de part et d'autre 2 porches et 2 escaliers, car l'église était faite pour s'implanter à l'intersection de 2 rues, donc avoir une entrée pour chacune des rues. Et il paraît que cette porte-là, c'était une porte privée d'entrée pour le tsar? Dans la conception du bâtiment, il était prévu un accès séparé pour le tsar, au cas où il vienne à l'office, assister à l'office. Mais elle n'a jamais été utilisée telle quelle, parce que le tsar Nicolas II n'est jamais venu à Nice à cause des événements qui se passaient en Russie à l'époque. Mais comment s'articule exactement cette cathédrale? Elle s'articule sur 2 fronts. D'une part, l'axe obligatoire, c'est-à-dire le code stylistique du néo-russe, avec les 5 coupoles, avec le plan en croix. Et puis, l'originalité, qui est le bâtiment annexe, ici, le clocher, avec les 2 porches. Ce porche a un rôle de pivot. C'est lui le moteur dans l'articulation de l'ensemble des volumes de la construction. C'est lui qui assure une distribution équitable entre les volumes majeurs, mineurs, annexes, accessoires, etc. On a des bulbes, on en a combien en tout? Et ils sont très hauts en plus positionnés. Le bulbe majeur représente le Christ et les 4 bulbes qui viennent le couronner sont les 4 évangélistes. Ça, c'est la règle incontournable de l'architecture traditionnelle russe telle qu'elle était imposée par le patriarche Nikon de Moscou. Ensuite viennent s'adjoindre des volumes qu'on peut considérer comme annexes ou parasitaires et qui font en fait l'originalité et la singularité de chaque église. Le bulbe principal culmine à une hauteur de 50 mètres, ce qui est quand même un immeuble de 15 étages, ce qui n'est pas rien. Mais Luc, vous me parliez de 5 bulbes, mais là, j'en vois un 6e tout doré. Eh bien c'est celui du clocher, qui ne doit pas porter atteinte à la condition sacrée d'avoir un grand bulbe qui représente le Christ et les 4 évangélistes. Ce bulbe du clocher est traité différemment. Autre couleur, dorée, non pas bleue, et il est un peu plus bas et détaché. Alors cette cathédrale, on dit qu'elle est assez moderne parce qu'elle utilise un matériau très novateur pour l'époque. Au début du XXe siècle, c'est la naissance du béton armé. Le professeur Preobrazhensky, qui était quand même novateur à son époque, se dit pourquoi pas compléter la structure avec du béton armé, ce qui nous permet d'aller plus vite, moins onéreux, et de conserver quand même l'intégrité des matériaux qui étaient prévus à l'origine, à savoir la brique, la pierre, les majoliques, etc. et les dorures. Mais ce qui est intéressant, Luc, dans cette cathédrale, c'est ce mélange de matériaux et de couleurs qui façonnent en fait la forme de cette cathédrale. L'architecte a su
créer des lignes avec des contrastes, par exemple la pierre blanche de Lens par rapport à la brique orangée de Rhénanie. Ça permet de déligner, de faire des effets de surlignage et de casser des volumes par trop compacts en les composant avec plusieurs facettes. Et autre chose qui est assez extraordinaire, c'est l'assemblage de volumes entre eux incompatibles. Le cylindre qui sert de support au bulbe est lui-même posé sur une base carrée. Oui. Comment un cylindre peut tenir sur un carré sans qu'il y ait des heurts? Et ces heurts sont effacés avec cette façon de créer comme des ruches d'abeilles. Les Russes appellent ça les kakoshniki. Vous voyez ces demi-sphères arrondies qui, ici à Nice, sont traitées en majolique. Autre détail intéressant, ce sont tous ces éléments décoratifs dorés, donc les croix bien sûr, et puis là ce sont des aigles qu'on aperçoit aussi en haut des pyramides. Les deux aigles qui sont sur les deux porches pyramidaux sont les aigles bicéphales. L'aigle bicéphale a une forte valeur symbolique pour l'empire russe du tsar. Parce que c'est un symbole de ferveur, mais en même temps un symbole national. Et nous voici de l'autre côté de la cathédrale, et alors là on comprend un peu mieux que tout n'a pas été tout à fait fini. Pas tout à fait. Il restait quelques petites finitions que l'état des finances d'une part et puis l'état géopolitique d'autre part ont laissé pour plus tard, et le plus tard n'est jamais arrivé. Et ce qui fait que les blocs qui arrivaient sur la façade arrière, déjà parfaitement équarris, préparés, n'étaient pas sculptés sur place comme ils l'étaient par les maçons italiens qui venaient sculpter sur place. Et on le voit avec la comparaison de la fenêtre qui est juste à côté. Très sculpté, en effet. Mais on a l'impression qu'il y a un peu d'orientalisme dans ces décors de majolique. Il y a de l'orientalisme parce que c'est majolique. C'est un peu un renvoi de Yaroslav, de Samarcande et même d'Ispahan. Vous voyez qu'on va jusqu'en Asie centrale pour faire des emprunts orientaux. En règle générale, la mode a été à l'orientalisme, spécialement à Nice. On était dans la typologie locale. Autre petit chef-d'œuvre, il se trouve juste en face de la cathédrale, c'est cette chapelle, et je crois qu'il s'agit d'un mausolée. Oui, un mausolée qui rappelle que c'est à Nice que le tsarevitch Nicolas est mort, le fils d'Alexandre II. Donc son père a tenu absolument à acquérir le terrain et à placer une chambre mortuaire dans l'endroit précis où son fils est décédé à Nice, c'est-à-dire la chambre centrale de la Villa Bermond. La Villa Bermond, c'était une grande maison de notables qui était souvent louée par la famille impériale, et c'est là qu'est mort le tsarevitch. Ce qui est fascinant quand je regarde cette chapelle, c'est qu'on a immédiatement ce style byzantin qui nous saute aux yeux. Comment il s'exprime exactement? D'abord, il s'exprime sous le crayon de David Green, qui était l'architecte préféré d'Alexandre II, et qui rayonnait parce qu'il avait l'habitude de faire dans le style byzantin des chefs-d'œuvre religieux et même civils. Et ici, on a donc un bâtiment ramassé avec une coupole flanquée de deux absidioles. Oui. On reconnaît tous les atours et toutes les caractéristiques du style byzantin. Vous voyez les assises avec une alternance de pierre blanche, de pierre grise, le dôme central qui est lui-même sur un tambour octogonal avec des fenêtres en éclairage sommital. Et on a vraiment cette ambiance qui est un retour aux racines de la Sainte Russie. La création de la Sainte Russie s'est faite sur les bases byzantines. Alors je remarque aussi les colonnettes avec, ce sont des feuilles d'acanthe, qu'est-ce que c'est? Oui, oui. Et on n'est pas dans un style du coup plus néo-antique, je ne sais pas comment exprimer ça, néoclassique peut-être? Il y a toujours des mélanges dans les stylistiques. D'ailleurs on parle de néo-byzantin et pas de vrai byzantin. Vous remarquerez aussi par exemple sur le dé central, qui protège Saint Nicolas le thaumaturge, le saint patron de Nicolas le tsarevitch. Eh bien, vous voyez donc ce dé en pierre ciselée avec deux colonnettes de chaque côté, oui, portées par des consoles. C'est aussi une fantaisie qu'on n'aurait pas trouvée dans le style byzantin le plus pur. Donc il y a un apport de beaucoup de choses. D'ailleurs, même un apport des prémices de l'art nouveau, avec des ornementations végétales qui viennent agrémenter l'austérité byzantine qui, elle, se limitait simplement à des formes uniquement pures et pas trop figuratives. Les mosaïques qui sont mises en avant dans le centre de la composition d'un bâtiment religieux sont dues souvent à des grandes signatures. Ici, c'est Frolov, qui était un grand mosaïste de Moscou. Et c'est donc une façon d'exprimer toute la quintessence et la valeur avec la richesse des couleurs, des reflets, avec toute cette préciosité qui est protégée dans l'enceinte d'un dé en marbre. Et ça, c'est une culture typiquement russe d'un autre style, le style vieux russe ou néo-russe.
C'est en somme un véritable chef-d'œuvre, là encore, architectural. Qui heureusement a été classé comme monument historique en 1987, parce qu'effectivement c'est une des plus belles réalisations de David Grieb dans le registre néo-byzantin. Il me tarde de rentrer à l'intérieur pour voir bien, ce que la chapelle cache comme autre trésor. Dès qu'on arrive ici, on lève la tête en l'air et on découvre ce dôme absolument somptueux, richement décoré. Richement décoré, somptueux par son volume, mais aussi son éclairage. 8 lanterneaux profusent une lumière générale qui met en valeur complètement la décoration, qui aurait été sans cela un peu obscure. Oui. Alors qu'à contrario, nous sommes dans une chapelle commémorative, il est normal qu'il y ait peu de lumière dans la chapelle elle-même. Oui, c'est comme si finalement on s'élevait vers le ciel. Exactement, et c'est la nature des couleurs des fresques décoratives est beaucoup plus perceptible en partie sommitale et non pas dans le corps du bâtiment lui-même. Le dôme central est flanqué de part et d'autre de 2 absidioles beaucoup plus sombres que le dôme lui-même qui reste éclairé en partie sommitale. Comme si là où on était, on faisait partie du monde des vivants mais apprêtés à mourir, alors que quand on va vers le ciel, alors on monte vers les hauteurs et donc vers la lumière. La montée céleste. Alors là, je vois qu'il y a une étrange dalle. À quoi correspond-elle? Ça correspond à la précision près du millimètre la couche funèbre du Tsarévitch. C'est ici, à cette position, à cette altimétrie, que le Tsarévitch est disparu. Dans la période de Pâques. C'est très symbolique. C'est très symbolique et c'est la raison pour laquelle on trouve à droite du retable la scène de la résurrection. Au centre, évidemment, en hommage au Tsarévitch, Saint-Nicolas le Thaumaturge, et à gauche, la nativité de la Vierge. Mais c'est fou le nombre d'icônes qu'il y a dans un si petit espace, on en voit de part et d'autre. Oui, et c'est à la fois un entassement de richesse, une profusion de richesse, et en même temps un sentiment de calme et d'apaisement qui convient tout à fait au type de monument funéraire qui a été conçu. Ce qui est surprenant, c'est que quand on regarde ce retable, on a plus l'impression à faire à une église latine et moins orthodoxe. Oui, d'ailleurs, c'est l'iconostase qui en principe est la pièce maîtresse d'un lieu de culte russe, c'est l'architecture dans de l'architecture, avec du métal, du bois, etc. Là, c'est remplacé par un retable en marbre blanc, finement ciselé, marbre de Carrare. Et effectivement, ça exprime une spécificité, en même temps une certaine neutralité. C'est pas un lieu de culte normal, ordinaire, comme une église, une cathédrale. C'est un monument commémoratif. Alors, à l'intérieur de la cathédrale, on a un décor, là, une fois encore, comme à l'extérieur, somptueux, notamment ces peintures murales. Ce sont des entrelacs fleuraux qui ont été faits à la fin de la construction de la cathédrale. Mais si vous voyez la mise en lumière de ces fonds peints, par exemple le dôme central le plus haut est éclairé par des fenêtres verticales qui s'appellent les fenêtres novgoriennes de Novgorod, et qui donnent, comme dans le mausolée du Tsarévitch, une lumière ponctuelle à l'endroit où elle est placée, alors que les autres lanterneaux diffusent une lumière beaucoup plus générale et plus globale qui permettent de bien voir. Et regardez cet éclairage rasant qui met en valeur le cœur du cœur de l'église. Alors ici, nous avons pas moins de 300 icônes. Quel est le sens d'une icône et pourquoi autant d'icônes dans une cathédrale russe? L'icône, c'est un outil de prière. Donc, pour faciliter la prière, pour pénétrer dans un monde qui n'est pas le nôtre, céleste, donc on prie devant l'icône comme on prie devant le Christ même. Derrière nous, on a ce qu'on appelle une iconostase. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y voit? Et pourquoi est-elle là? L'iconostase, c'est un mur des icônes qui représente l'histoire sacrée de la Bible. Tout d'abord, on commence par les 4 évangélistes, 2 icônes de la Vierge Marie et de l'archange Gabriel qui annonce la nativité du Christ, l'image du Christ et de la Vierge, et des saints qui sont vénérés dans une paroisse particulière. Notamment ici, c'est Saint Nicolas et Sainte Alexandra. L'autre niveau, sont les fêtes chrétiennes, qui sont les 12 fêtes les plus importantes. Ensuite, les apôtres et les prophètes. Donc, et les portes qui nous séparent maintenant de l'autel s'ouvrent pendant les liturgies, les messes, donc les prières, en donnant l'idée que Dieu
ouvre les portes de sa miséricorde au peuple. À présent, nous avons la très grande chance d'avoir une icône dont on a enlevé la plaque de verre pour la voir de plus près. C'est Saint Nicolas le thaumaturge. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Nicolas le miraculeux, quelqu'un qui prodige des miracles. Bon, le plus récent, qui date depuis 2 semaines, il y a une dame qui est venue à la cathédrale, une fidèle qui ne pouvait pas avoir des enfants pendant plus de 10 ans, 15 ans. Et donc elle a dit qu'après une prière devant cette icône, elle a conçu un enfant. Mais quelle est l'histoire de cette icône en fait? Au début, elle n'était pas dans un très bon état et qu'est-ce qui s'est passé? Elle était exposée au soleil pendant le 19e siècle et était complètement noire. Je ne comprends pas très bien à quoi correspondent ces taches qu'on voit dessus comme du miel qui aurait coulé dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est un vernis qui était brûlé par le soleil. Le jour de Saint Nicolas, 1935, elle a commencé à s'éclaircir miraculeusement pendant 4 jours. Et le fin était le 26 mai, le jour de la couronnation de l'empereur Nicolas II. Et aussi, c'était 70 ans de la mémoire de Tsarevitch Nicolas. Donc c'est une image très vénérée ici. Et alors là, ce sont les icônes les plus anciennes que vous possédez? Oui, aussi une icône de Saint Nicolas du XVIe siècle. Une icône appartenant personnellement au tsar Ivan le Terrible. Et là, juste derrière nous, je vois une vierge. Une vierge de Kazan, une vierge le plus vénérée en Russie, richement décorée. Il y a des pierres, il y a des perles et aussi l'argent repoussé, ciselé, c'est aussi doré. Elisabeth, merci pour ce moment de grâce. J'ai écouté votre chœur discrètement tout à l'heure, c'était magnifique. Il y a une acoustique fantastique ici. Qu'est-ce que vous ressentez ici quand vous animez les chants? L'acoustique, oui, l'acoustique est absolument unique ici. C'est pour moi beaucoup d'émotions. La voix du chœur, c'est la voix de l'Église, la voix de tous ceux qui prient ici. Pourquoi êtes-vous comme caché? Quand on est en bas avec les fidèles, on ne vous voit pas. Vous êtes caché derrière un panneau d'icônes. Oui. Comment se fait-il qu'on ne vous voit pas? C'est la tradition en Russie. Les gens ne savent pas comment s'adresser à Dieu, comment à lui parler. Et le chœur peut les aider. C'est pourquoi nous sommes cachés, parce que c'est privé. C'est comme si vous étiez des voix célestes finalement qui venaient du ciel, de Dieu donc, pour vous adresser aux fidèles. Peut-être qu'il faut comprendre qu'on n'est pas comme dans un concert, un spectacle où les gens seraient distraits par les musiciens et là se concentrent plus sur leur prière du coup. Oui. Elisabeth, est-ce que vous acceptez s'il vous plaît de chanter un petit peu pour qu'on se rende compte de la qualité de l'acoustique ici? D'accord. Je ne sais pas si c'est l'acoustique qui est formidable ou si c'est la chanteuse. J'ai des frissons. Merci. Merci. Et nous voici à présent dans la crypte de la cathédrale. Alors là, on est tout à fait plongé dans une autre ambiance, beaucoup plus bas de plafond. Et puis alors, des décors beaucoup plus modernes aussi. Alors les décors proviennent de la toute dernière restauration. Donc c'est assez récent, c'est une dizaine d'années, mais ce sont des décors qui sont assez fidèles à l'esprit purement russe. Et ce lieu est utilisé aujourd'hui
comme un lieu muséal. On voit par exemple des chasubles d'officiants et on voit des casques militaires, on voit un peu un rassemblement pour présenter la vieille Russie. Mais autrefois, cette crypte, elle n'était pas musée. Qu'était-elle? Était-elle accessible? Elle n'était pas accessible au public et je l'ai connue, moi, en tant que petit-fils d'immigrants, à l'époque où le jeudi matin, les grands-pères et les grands-mères jouaient les professeurs et enseignaient à leurs petits-enfants à apprendre à lire et à écrire le russe. Donc la crypte s'appelait les jeudis de l'église russe. Mais n'importe qui, comme vous, peut venir rapporter des objets précieux orthodoxes ici pour ce musée? On découvre, quand on est des descendants d'immigrés russes, des objets qu'on a dans un grenier ou quelque part, et ça nous fait plaisir de les faire partager à la communauté russe. Mais Luc, où est-ce que vous m'emmenez là encore? Je vous emmène dans les entrailles du bâtiment, là où seulement se risquent ceux qui sont en charge de l'entretien et de la maintenance, et on monte à l'intérieur du fût des coupoles. Oh là là, on découvre les entrailles de la cathédrale. Et vous allez voir dans les entrailles le béton brut tel qu'il était fait en 1910. Et ben vous me faites monter jusqu'où là? C'est de plus en plus étroit. C'est pas fini, on n'est pas encore arrivé sur le clocher et sur le bulbe. Mais vous le voyez, vous voyez du béton brut de décoffrage. Ah oui, je le vois bien. C'est assez étonnant. 1910, tel qu'il a été coulé, il est encore là. Il y a même les traces des maçons. Ah oui, la ligne rouge là, Oui, ouais. oui. Oh là là. Mais c'est très impressionnant parce qu'à l'extérieur, on ne se doute pas une seconde qu'on se retrouve avec quelque chose d'aussi vulgaire que le béton. C'était un escalier qui n'est utilisé que pour l'entretien éventuel, pour changer des écailles sur le bulbe ou d'autres choses, ou l'électricité. Mais sinon, évidemment, ce sont des circuits totalement privés et intimes pour seulement les personnes en charge de l'entretien. En tous les cas, il faut être svelte pour faire des travaux ici. Je suis encore sous le choc, enfin c'est pas un choc, c'est une émotion. Ça bourdonne encore dans mes oreilles, mais ça m'a emporté, transporté littéralement. Andreï, comment vous faites déjà pour le son? Parce que j'entends plus rien. J'utilise en général Un vous casque. savez, le casque Ouais, pour d'accord. protection des oreilles. Bon, aujourd'hui c'est un jour exceptionnel, donc là je ne peux pas louper. Je vois qu'il y a plusieurs cloches de plusieurs dimensions, chacune produisent un son différent bien entendu, plus ou moins aigu, plus ou moins grave. Mais alors vous avez des ficelles, c'est comme une marionnette finalement. Comment vous faites pour sonner ces cloches à la fois avec vos mains, à la fois avec vos pieds? Donc alors c'est pas super simple. Donc là, c'est avec les mains Super droites. simple. Donc on tire les 3 ficelles en disant comme ça, donc qui permettent de diriger 3 petites cloches. Avec les mains gauches, on dirige les cloches moyennes, c'est entre 40 et 80 kg. On dirige les cloches qui est plus grande, c'est les basses, avec les pieds droits. Est-ce que physiquement c'est un engagement certain? Est-ce que c'est difficile la coordination également? Tout est bien, sauf que les pieds gauche qui est un peu fatigué, parce qu'il y a 15 minutes, on reste sur un seul pied. Le plus dur, c'est apprendre le rythme, parce que là, vous avez les bras qui sonnent en huitième, les bras gauche qui sonnent do 4, et les pieds qui donnent en do. Là, je suis perdue, il y a trop de chiffres. En plus, vous n'avez aucune partition, donc vous faites tout ça de tête, à l'oreille, la mémoire auditive. Oui, je connais par cœur déjà les sons, qu'est-ce que je sonne ici. Les sons qui sont inconnus pour moi, donc il faut que je m'entraîne. Vlada, toi, tu as 16 ans et tu es déjà une pro. Tu sonnes les cloches avec Andreï et en plus, tu peux me raconter l'histoire des cloches. C'est Paulin le Grand qui a été à l'origine en fait de leur création. C'était un évêque originaire de la ville de Nol en Italie. L'histoire raconte qu'une fois il était dans les champs et il a en fait entendu, vous savez, les petites fleurs en forme de clochette. Et ça, en fait, tellement il était surpris, tellement c'était un son doux et mélodieux qu'il a décidé de créer et de fonder ces cloches. D'accord, qui reprend la forme de la fleur Exactement. sous forme de clochette. Ouais. Les historiens, bon, ils pensent que c'est probablement une légende. En tous les cas, c'est une belle légende qui Mais- nous a donné la création de magnifiques cloches. Quand j'étais sous les cloches, j'étais littéralement transportée. J'ai pas su retenir une émotion, je crois que j'avais les yeux un peu humides.
Ça vibrait tout à l'intérieur de moi, j'avais le cœur qui vibrait, c'est incroyable cette sensation. C'est tout à fait. Parce que avant, les gens étaient soignés par les cloches. Ils sont montés autour des cloches et toutes les maladies ils sont parties. Mais c'est génial! Mais alors là, plus personne ne sera jamais malade si on vient ici. Cela dit, c'est une chance exceptionnelle. Tout le monde ne monte pas ici pour observer le travail du sonneur de cloches. Qu'est-ce qu'elles ont de si merveilleux pour vous, ces cloches de la cathédrale Saint-Nicolas? Pour moi, c'est meilleure cloche déjà, parce que c'est moi qui ai appris à sonner ici. C'est rare comme on voit les cloches de 1912. 1876, on ne voit quasiment jamais les cloches comme ça. Vous pleurez, vous, parfois, quand vous sonnez? Deux fois, oui. Ouais. Deux fois aussi, des larmes qui sortent deux fois. Chaque année, la cathédrale attire plus de 100 000 visiteurs venus du monde entier. Si à votre tour, vous souhaitez la visiter, sachez qu'elle est ouverte tous les jours de la semaine de 9h à 18h, sauf le dimanche matin, jour de culte. L'entrée est bien entendu gratuite. Si vous souhaitez toutefois faire une visite guidée, comptez 10 €, mais c'est gratuit pour les enfants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la cathédrale, sobor.fr.